Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux, ce sont les dessous d'une vingtaine d'années de gestion des finances de la famille royale de Monaco qui sont livrés au grand jour après des révélations de l'ancien administrateur des biens de la couronne, Claude Palomero. Celui décrit comme Richelieu, le Richelieu du prince Albert ou encore le Fouché monégasque, a été démis de ses fonctions au palais en août dernier. C'est en partant de ses cahiers que les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont mené une enquête publiée en 4 épisodes dans le journal Le Monde. Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations sur la principauté de Monaco? Bonjour Gérard Davet. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter donc cet homme Claude Palomero? Alors, je vous le présente, il s'appelle donc Claude Palmero, Guillaume, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. C'est un homme qui est en place à Monaco depuis très longtemps. C'est une vieille famille monégasque. Son père était l'administrateur des biens du prince régnier. Et très logiquement, Claude Palmero a succédé à son père en 2000, au tout début des années 2000. En 2005, le prince Albert arrive au pouvoir. Il emmène dans ses bagages Claude Palmero, qui devient officiellement son administrateur des biens, c'est-à-dire l'homme qui gère à la fois la fortune et les avoirs de la famille princière, mais également qui, peu à peu, va prendre une importance considérable dans le dispositif monégasque. Mais alors Gérard Davet, parce que je n'ai jamais été roi, donc je ne sais pas très bien comment ça fonctionne lorsqu'on a un royaume comme le prince Albert. Est-ce qu'on a des biens personnels ou est-ce que la totalité de la principauté est votre bien? Bonne question. Alors, vous êtes déjà un peu le roi de la matinale, Guillaume, mais en l'occurrence, ce qui va se passer dans cette principauté, c'est que il y a des budgets qui sont votés, qui sont transparents, qui sont publiés, mais il y a une sorte de porosité entre les différentes lignes budgétaires. C'est-à-dire que vous avez une ligne budgétaire qui, par exemple, ressort des biens de la principauté, une autre qui ressort de la dotation souveraine, une autre qui ressort des dotations accordées aux différentes princesses, et puis il y a la ligne budgétaire qui concerne l'État. Et parfois, cet administrateur des biens, Claude Palmero, avait la capacité et l'autorisation de pouvoir jongler entre ces différentes lignes budgétaires. Et oui, il y avait des lignes DS qui étaient un peu particulières et j'ai cru comprendre que le prince parfois se trompait de ligne. Alors, le prince, en l'occurrence, n'a pas semble-t-il, une appétence absolue pour les Les évolutions normes de financières et les comptabilité. normes financières. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que Claude Palmero avait une totale latitude d'action, ce qu'il faisait. Et donc, il avait droit, effectivement, de créer des comptes. Il a créé une ligne budgétaire qui s'appelle DS, Destination Spéciale, qui lui permettait, en fait, de pouvoir utiliser de l'argent, souvent liquide, pour différentes missions, que ce soit des missions parfois d'espionnage, entre guillemets, ou alors quand il fallait abonder des lignes budgétaires qui étaient problématiques. Par exemple, le mariage princier, le prince Albert et la princesse Charlène, eh bien, il manquait de l'argent et donc il a été puisé à différents endroits pour réussir à faire un mariage princier et tous ses fastes. Mais alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il s'agit de malversation, Gérard Davet? On- Ça, c'est la justice qui va trancher, puisque la justice est saisie de différentes plaintes, et puis par ailleurs, je pense qu'elle va s'emparer de nos révélations. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y avait des méthodes qui étaient pour le moins contestables, par exemple de l'argent princier placé offshore au Panama et aux îles Vierges britanniques pour plus de 250 millions d'euros, ce n'est pas rien. Et par ailleurs, il y avait aussi des méthodes assez contestables. Par exemple, Claude Palmero, en l'occurrence, achetait des appartements en France, notamment à Paris. Il servait de prête-nom puisqu'il n'y habitait jamais, il n'y mettait pas les pieds. C'était les neveux et nièces, notamment la princesse Charlotte, euh, du prince Albert qui y habitait. Et quelle est la question qui se pose derrière tout ça? C'est que quand vous habitez quelque part, de manière longue et durable, vous êtes imposable sur vos revenus, en tout cas en France, et vos revenus mondiaux. Ce qui veut dire que si jamais c'était la princesse Charlotte qui apparaissait en première ligne, elle aurait été imposable pour les fiscs français. Donc là, il y a effectivement au bas mot de l'optimisation fiscale. Mais alors, quand vous parlez de lien entre Monaco, ou plus exactement la famille régnante de Monaco et des paradis fiscaux, c'est quand même étonnant parce que pour nous, Français, Monaco est un paradis fiscal. Alors, ce paradis fiscal, pour eux, ils ont une réputation à laquelle ils tiennent. Ils sont sortis de la liste noire du Conseil de l'Europe, voire même de la liste grise. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle évaluation qui va tomber bientôt du Conseil de l'Europe. Et ils sont très, très inquiets parce que savoir que la famille princière avait plus de 250 millions d'euros cachés, soit au Panama, notamment via Mossack Fonseca d'ailleurs, mais soit cachés au Panama, soit aux îles Vierges britanniques, ça fait mauvais genre. Ça,
plus les différents scandales qui ont eu lieu ces dernières années, notamment l'histoire Ribolovlev, cela fait beaucoup et peut-être que le Conseil de l'Europe va avoir des choses à dire par rapport à ça. Bon, dans les pages People, on apprend aussi que ce monsieur Palmero était également en charge de modifier les successions. Par exemple, Albert n'aurait peut-être pas dû devenir le monarque Oui, qu'il est. ce sont les joies du journalisme. On s'intéresse à les pages People alors qu'on ne l'a jamais Ne fait rougissez pas, avec Fabrice Lhomme. il y a un J'assume début, il y a un début pleinement. pour tout. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait intéressé par le fait qu'effectivement, le prince régnait, parce que c'est une histoire très humaine, qui était quelqu'un d'assez autoritaire, assez charismatique, euh, avait le sentiment que son fils, le prince Albert, n'avait pas les capacités, ou en tout cas le charisme nécessaire pour régner à sa suite. Et donc, de manière extrêmement souterraine, il a demandé en interne les différentes méthodes pour que ce soit la princesse Caroline qui lui succède et pas le prince Albert. Il voulait écarter en clair le prince Albert de la succession, sachant en outre que le prince Albert avait eu 2 enfants dits illégitimes de 2 unions hors mariage. Mais alors pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu in fine, Gérard Navet? Le prince régnier est mort assez subitement. Il n'a pas été au bout de ses convictions et de ses envies. Et par ailleurs, ce n'était pas si simple que ça. Il fallait modifier la constitution et l'ordre de succession. Donc aujourd'hui, dans votre enquête, celle que vous avez publiée dans le journal Le Monde, Gérard Davet, eh bien, il apparaît que Claude Palmero était une sorte de super comptable. En réalité, c'était le conseiller politique du prince. Quel était son rôle exact? Parce que là aussi, c'est tout à fait trouble d'imaginer le fonctionnement au quotidien d'une principauté comme Monaco. Alors avec Fabrice Lhomme, on a eu accès aux 5 cahiers secrets que tenait ce super comptable durant ses 22 années passées au palais. Et donc, il y consignait la moindre de ses initiatives et également les réponses que lui faisait le prince, donc qu'il appelait SAS, son Altesse Sérénissime. Et donc, du coup, on a eu accès à de nombreux secrets et bruits d'alcôve sur Monaco, mais aussi et surtout à beaucoup d'autres éléments qui nous ont montré à quel point Claude Palmero avait pris une importance extrêmement essentielle dans le dispositif. C'est-à-dire qu'à la fin de son règne, entre guillemets, au palais, il gérait toutes les affaires immobilières de la principauté qui ont tendance à se mélanger avec celles du palais. Et donc, il gérait tout ça, c'est-à-dire le marché immobilier monégasque, c'est monstrueux, c'est le prix du mètre carré le plus important au monde sur 2 km². Alors, il y a des liens, comme on peut l'imaginer, étroits entre la France et Monaco. Alors, on fournit des magistrats à Monaco aussi, c'est ce que l'on apprend dans votre enquête, Gérard Davet? On fournit les magistrats et en général, ça se passe très très mal. Les procureurs, donc nommés par le pouvoir et qui rendent la justice au nom du prince, sont en général assez, assez peu allants sur la justice. Mais pour ce qui est des juges, en général, il y a souvent des mauvaises pioches. C'est-à-dire que le prince accepte certains magistrats qui viennent et qui enquêtent, en fait, sur la principauté, sur le palais, sur lui-même. Et donc, ça pose parfois des gros problèmes. Sans vergogne. Enfin, ils font leur boulot, quoi. Et donc, ça pose des gros problèmes parce qu'en général, ils vont chercher d'éterrer les choses. Et il y a beaucoup de choses à déterrer à Monaco. Et alors, donc, il y a eu une nomination qui a été particulièrement compliquée. Oui, celle du juge Levrault, vous pensez à lui, j'imagine. Le juge Levrault qui est parti contraint et forcé de Monaco parce qu'il a été extrêmement volontariste sur une enquête visant le milliardaire Dimitri Ribolovlev, qui est le patron de la S Monaco et qui est donc très proche à ce titre du palais. Et il a exhumé des liens qui sont extrêmement problématiques. D'ailleurs, je crois que Ribolovlev est toujours poursuivi. Et donc, ça lui a valu vraiment une inimitié profonde, il allait jusqu'à proposer d'interroger de manière très officielle le prince sur des questions qui avaient trait à Ribolovlev. Et ça, le prince ne l'a pas voulu, ne l'a pas supporté, ce qui a valu l'éviction du juge Levrault, et ce qui a valu aussi, et ça on l'apprend dans l'enquête, que le palais, en particulier M. Palmero, a ordonné, ou en tout cas a fait suivre, a créé en fait une mission de surveillance visant M. Levrault pour savoir exactement quels étaient ses agissements et son pouvoir. Gérard Davet, aujourd'hui, Claude Palmero est accusé par le palais. Il a été remercié et on l'accuse de s'être livré à différentes malversations. Oui, ce qui se passe, c'est que, en fait, M. Palmero avait pris un pouvoir extrêmement important au sein du dispositif princier. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il créait des véhicules offshore, notamment au Panama, comme on l'a vu, dans lesquels il mélangeait à la fois
l'argent de la famille princière, pour 90%, 95%, hein, et un petit peu de son patrimoine à lui. Et c'est quelqu'un qui est riche, qui est millionnaire. Alors, ce qui nous explique, c'est que un bon comptable ou un bon administrateur des biens, il met son argent en même temps que celui de son client. Pourquoi? Parce que ça permet de montrer à son client qu'il assume les risques lui aussi. Bon, mais est-ce que d'après vous, c'est une excuse qui se tient parce que aujourd'hui, il est présenté par le palais comme étant quelqu'un de malhonnête? Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est que tout l'argent qu'il a réclamé au palais princier en récompense de ses services et aussi pour tout l'argent qu'il a avancé pour la famille princière, lui a été restitué récemment par le palais. Donc c'est déjà quelque part une reconnaissance, non pas de culpabilité, mais au contraire de bons et loyaux services. Merci Gérard Davet. Tout cela est à lire dans une série tout à fait passionnante publiée dans un petit journal qui s'appelle Le Monde, une série en 4 épisodes, Monaco, les cahiers secrets.